Je vais maintenant accueillir deux femmes extraordinaires, deux femmes qui ont un parcours qui est, si je peux dire, diamétralement opposé, deux femmes qui vont aussi provoquer en vous des émotions complètement différentes, mais qui ont le même message à la fin, tout est possible. Alors, je dois dire que le fait que le mot danger ou le mot risque sont des mots masculins et que le mot opportunité est un mot féminin m'arrange beaucoup en l'occurrence. Donc sans plus tarder, j'aimerais accueillir Céline Fantil. Céline est une fille, une femme, une sportive qui a un destin hors du commun, qui a énormément de courage. Je ne vais pas parler de son parcours parce qu'elle va le faire elle-même. Mais il inspire énormément de respect, vous allez le voir. Nous avons de la chance dans la malchance parce que Céline ne devrait pas être avec nous aujourd'hui, elle devrait être au Japon, aux Jeux paralympiques. Et je vous propose aussi, Céline est très active, elle a écrit des livres, elle a fait des films, elle soutient des associations, elle a son propre comité de soutien. Donc, c'est avec grand plaisir que nous récoltons toutes vos demandes de soutien qu'on puisse les lui transmettre. Donc, sans plus tarder, comme je vous le disais, je souhaite la bienvenue à Céline et vous donne la parole, Céline. Merci beaucoup. Bucéphale semblait incontrôlable. Mais Alexandre voulait relever le défi. Il dompterait l'indomptable. J'étais dans l'équipe suisse de dressage junior. J'allais de compétition en compétition sans profiter réellement et sans savoir réellement les valeurs de la vie. C'est super. Continue comme ça. Attention, oui. J'étais donnée pour morte. Après l'accident, j'étais tétraplégique. J'avais perdu la parole, la mémoire. Je pouvais rien faire. Mon objectif, c'était revivre. C'était d'inclure mon handicap Regarde. à ma vie. Tu laisses les cheveux ouverts, hein? Yes. Ah, c'est magnifique comme ça. Et pourquoi pas viser plus loin. Pour tout, je pense qu'il y a une raison. Bonjour à tous. Ça m'a quand même perturbée, mais un petit peu. Le professeur Erkman nous a parlé d'enjeux très importants, de systèmes, de nouveautés, de défis, de révolutions dans notre société. Mais j'y ajouterai une chose, l'humain, parce que c'est lui qui peut impacter les autres choses favorablement ou non. Donc, c'est lui qui doit, par conséquent, évoluer. Mais vous êtes peut-être satisfait de la vie paisible que vous menez. Vous n'avez peut-être pas envie de changer. Pour moi, enfant, j'avais une belle vie. J'étais cavalière de haut niveau, en équipe suisse, junior de dressage. J'allais de compétition en compétition.
j'alignais les bons résultats. Ça se passait très bien. À l'école aussi, j'avais des facilités. J'avais pas besoin de travailler beaucoup. J'avais des bonnes notes. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, je plaisais aux garçons. Mais vous pensez bien que c'était la raison pour laquelle les autres filles étaient toutes jalouses. C'était ma plus grande difficulté à l'époque. Mais je ne me rendais pas compte de la signification et des valeurs de la vie jusqu'au jour où elle a basculé. Et c'est une réalité. J'étais en stage d'entraînement en Allemagne. Je montais mes chevaux, comme tous les jours. Soudain, mon cheval saute en l'air et on tombe ensemble. J'atterris sous une bonne demi-tonne de muscles et d'os. Bon, c'est pas sympa, hein, c'est un peu lourd quand même. Mais bon. Par contre, je me relevais tout de suite normalement quand je tombais. Là, non. Inconsciente. Par terre. Plus rien ne se passait. Le diagnostic était sévère. Traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale. Mes parents ont dû signer tout de suite un document autorisant les médecins à m'ouvrir la tête, à m'enlever la partie d'os à gauche, à la mettre dans le congélateur pendant 1 mois. Mais pendant ce temps-là, je dormais. J'étais 1 mois dans le coma. Et puis, je ne me suis pas réveillée comme tous les matins quand le réveil sonne. En plus, étant de nature plutôt énergique, je me lève sans trop de problèmes. Mais là, cette phase a duré 2 mois. 2 mois de semi-coma ou d'état confusionnel, comme l'appellent les médecins. Une phase dans laquelle j'étais en effet totalement confuse. J'étais fâchée, en colère, contre ce qui m'arrivait. Mais j'avais aussi très peur. J'avais des craintes, la crainte de jamais revenir. En même temps, je ne me rappelle pas de cette situation. Quand on me dit aujourd'hui que je criais et que je frappais les infirmières, j'ai de la peine à y croire. Pourtant, c'est la vérité. Vous voyez le point où j'en étais. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Un jour, ma maman a décidé de me ramener à la maison. Parce qu'elle savait que c'est ça ce qu'il me fallait, que ça allait me faire du bien. Et elle avait raison, même si les médecins ne l'autorisaient pas au début. Après, ils ont vite compris sa vision. J'étais à la maison, un week-end, avec ma famille, mes amis. Et finalement, en passant par une visite chez mon cher cheval, ça a déclenché en moi un retour à des sensations. Je savais à nouveau la personne que j'étais. Bien sûr, j'étais totalement différente. Je sortais du coma. J'étais partiellement tétraplégique, partiellement aveugle. J'arrivais à plus rien faire, en fauteuil roulant. Certes, comme on me parlait beaucoup de la plasticité cérébrale à ce moment-là, j'ai commencé à y croire.
à retrouver une certaine motivation de travailler, de me battre tous les jours. Et chaque petit geste que je gagnais, même s'il s'agissait de juste pouvoir monter un peu le bras comme ça, pour moi, c'était une énorme source d'inspiration, de motivation, de détermination pour aller plus loin. Parce que si j'étais capable d'un petit progrès en travaillant beaucoup, même si cela me coûtait de nombreux efforts, ça voulait dire que je pouvais en faire encore beaucoup d'autres. Depuis ce moment-là, je voyais un tunnel qui était long, très long, noir et sombre, mais au bout, comme dans cette salle, il y avait une petite lumière claire et brillante au fond. Et chaque petit progrès, chaque pas en avant allait me permettre d'aller plus loin. Et je prenais chacun d'entre eux comme un tremplin pour aller encore beaucoup plus loin. Et comme ça, j'ai travaillé tous les jours jusqu'à pouvoir tenir d'abord en équilibre assis, pouvoir m'exprimer par quelques mots, à reconnaître les personnes autour de moi, de réussir à me déplacer de manière indépendante. Après la chaise roulante, c'était le déambulateur, puis les cannes, et ainsi de suite. Quand j'étais à la maison, après 6 mois d'hôpital, je devais retrouver la vie. Mais vraiment la vie, vu que je devais retourner dans la rue, me déplacer, même si c'était pour aller à l'hôpital et faire les thérapies. Mais j'avais besoin de ça. Simplement, là, c'était dur. J'avais très très peur. Et c'est à ce moment-là qu'est venue une grande phase de dépression, où je ne voulais plus vivre. En plus de l'accident, j'avais vécu une agression, un abus sexuel juste avant. J'en avais jamais parlé, bien sûr. Donc, je n'ai jamais pu le digérer. Par contre, la dépression, c'était difficile. Une situation sur laquelle je n'avais aucune puissance. Et le monde extérieur, ma maman non plus. Il ne pouvait rien faire. Mais là, j'ai dû toucher le fond pour rebondir et pour continuer. Le sport d'élite m'a beaucoup aidée. Comme j'en faisais avant, naturellement, je voulais y retourner. C'était ma raison d'avancer et de continuer. C'était difficile, oui. J'avais ou j'ai toujours un handicap. Je ne savais pas comment il allait évoluer. Il y avait beaucoup d'incertitudes dans la vie, mais j'avais le choix, me prendre en main et avancer, ou me laisser aller, et je ne sais pas comment ma vie se serait terminée. Je crois avoir fait le bon choix. Et puis, renouer avec la compétition, grâce à l'aide de ma maman aussi, qui était à la fois mon entraîneur, j'ai pu avancer petit à petit, jusqu'à mon rêve ultime, mon rêve d'enfant, les Jeux Olympiques. Oui, je n'ai jamais abandonné ce rêve. J'ai toujours voulu y aller. Je l'ai toujours poursuivi. Je me suis toujours donné les moyens pour espérer un jour y arriver. J'ai travaillé dur, sans jamais
être sûre de rien. Mais je me suis donné la possibilité. Ma carrière équestre, qui compte quand même 2 participations mondiaux, les championnats d'Europe et finalement les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Ça, maintenant, c'est fait, non? C'est un enrichissement que j'ai vécu, j'en ai appris énormément. Mais c'est du passé. Oui, parce que, bien sûr, j'aurais pu continuer jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo, mais bon, ça aurait été la voie, on va dire, facile, même si ça reste très ambitieux quand même. Mais bon, j'avais besoin d'un défi plus grand. Comme j'ai dû tout réapprendre depuis mon accident, après les Jeux de Rio, j'ai eu l'opportunité de découvrir la course à pied. Et puis bien sûr, comme j'en avais jamais eu le besoin, j'ai jamais réappris le mouvement à coordonner bras et jambes. C'était dur, bah ouais, et j'allais le réapprendre. Tout est possible, non? Bon, alors faisons-le. J'ai commencé à courir sur des plus longues distances. Avec plutôt des bons chronos, jusqu'à faire la fameuse course de l'escalade à Genève et pouvoir courir avec les élites, valides donc. Ouais, c'était quand même pas mal. Mais bon, ma carrière équestre me tenait quand même à cœur, donc je continuais. Et après les Jeux de Rio, d'ailleurs, j'avais dit, après la finale, que ce ne serait pas mes derniers Jeux. Je ne savais pas encore trop dans quelle direction ça allait aller. Début 2017, ma mère a eu un grave accident. C'était son tour. Elle a eu un coup de sabot du cheval au visage. Traitement à peu près comme les cas les plus graves du Covid, soins intensifs, intubée, mais en plus elle avait tous les os qui étaient détruits. Heureusement, pas de lésion cérébrale. J'étais rassurée. J'allais vivre à l'hôpital auprès d'elle et faire pour elle tout ce qu'elle a fait pour moi. Le plus beau cadeau pour moi, cette année-là, c'était de continuer ma carrière et d'aller au championnat d'Europe. C'était ce que je pouvais faire de mieux pour elle. Donc je l'ai fait. Mais je me suis quand même remise en question sur ce que je voulais vraiment. Après les championnats, j'ai décidé de me donner la chance de pouvoir expérimenter la course à pied seulement pendant 2 mois. Et ça m'a beaucoup plu, notamment parce que j'ai remarqué que je pouvais inspirer, motiver d'autres personnes, que mon impact était plus large, puisque quand les autres coureurs me voyaient au sein d'une course et que je courais avec un guide, ils se sont posés quand même quelques questions, mais ils se sont tout de suite aperçus que je voyais mal, donc ils m'ont encouragée à aller plus loin, et puis eux, devinez quoi? Ça les a motivés d'aller encore plus vite, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, le tour était joué. J'avais fait déjà le choix de me reconvertir. Mais comment? Quand j'ai été m'informer auprès de la Fédération suisse, justement, ils m'ont dit « Céline, vous savez que dans votre catégorie de handicap, il n'y a pas de course de longue distance. »
que du sprint, du 100 et du 200 mètres. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais bah ouais. Si je peux courir 10 et 20 km, je peux en courir 100 ou 200, non? Bon bah oui, on va essayer. J'ignorais encore totalement la difficulté et les efforts que cela allait me demander. Mais là, à nouveau, je croyais à ma philosophie. Et j'avais besoin d'un défi. Aussi, pour montrer justement que même si on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on peut l'apprendre, qu'on peut se développer dans n'importe quelle situation. Et si moi je peux le faire, vous aussi. Je m'entraîne. Mais en 2018, première compétition pour voir là où j'en étais. Un 100 mètres, un 200 mètres. Le 100 mètres, ça passe plutôt bien. Mais sur le 200, on ignorait totalement que le handicap pouvait me jouer des tours. Je cours, je fais ma course. Et quand on est à plus de 20 km/h, le tartan, il ne fait pas du bien. Hein. Il est dur quand même. Et oui, je suis tombée comme une crêpe. Comme ça. Pourquoi? Parce que ma jambe ne s'est pas levée. Bah oui, vous ne le voyez pas, mon handicap. On dirait que je suis une personne totalement comme les autres. Et d'ailleurs, c'est vrai. Je le suis. J'ai juste quelques petites difficultés. Vous ne voyez pas, mais... Enfin, si, vous voyez, mais vous ne vous l'imaginez pas. Maintenant, quand je vous regarde, j'ai plus peur de vous parce que vous n'êtes plus beaucoup, en fait. Je vous vois seulement là. Ouais, c'est chouette, hein. Vous, là-bas, au moins, c'est un bon débarras. Non, mais j'ai que la moitié de mon champ visuel sur les 2 yeux. Mais par contre, vous, là-bas, je vous aime quand même pas tant que ça. Parce que je vous vois double. Vous imaginez que je commence quand même à stresser et à avoir très peur. Oui, ça, c'est une partie de mon handicap, de mes difficultés. Mais l'autre, c'est la coordination et l'équilibre. Puisque j'ai aussi de la spasticité. Qu'est-ce que c'est? C'est que mes jambes et mes bras ne m'obéissent pas toujours. De temps en temps, ils partent dans un sens ou dans l'autre, et je ne peux pas le contrôler. Donc, imaginez-vous, à chaque fois que je prends le départ, je ne sais pas si je vais franchir la ligne d'arrivée. Ça, c'est le défi. Et puis, étant quand même un peu compétitrice, j'ai choisi pour lui. Parce que j'ai choisi d'aller m'aventurer, d'aller expérimenter mon rêve quelque part, mes ambitions, d'aller trouver ces fortes émotions. Alors oui, bien sûr, pas tout le monde est comme ça. Parfois, on préfère la stabilité, notamment quand on a plus de responsabilités, des enfants par exemple. Mais moi, mon but, c'est de montrer que tout est possible. Mais bon, les difficultés ne se sont pas arrêtées quand même, hein, parce que l'année passée, j'ai fait une très bonne saison, enfin bien commencé. J'ai voulu continuer, et puis au milieu de la saison, je me suis blessée. Aïe, ma cheville a été cassée. Enfin, les ligaments déchirés. Bref, opération, rééducation, mais je voyais plutôt l'opportunité qu'elle allait me donner. Parce que ma cheville, elle était déjà faible avant, et enfin, j'en avais une nouvelle.
autant utiliser cette période efficacement, bien la rétablir et en tirer une force après. C'est comme ça que je voyais les choses. Même si ça m'a quand même coûté les championnats du monde l'année passée. Les défis n'allaient pas pourtant s'arrêter. Je retrouvais une bonne allure de course, tout se passait bien, j'évoluais bien, je partais en camp d'entraînement. Mais j'avais toujours quand même mon rêve en tête. Les Jeux de Tokyo. Donc le but, c'était évidemment la qualification. Ouais, j'y croyais. Jusqu'à début mars. Je croyais qu'ils allaient avoir lieu cette année encore. Et en mars, justement, je devais partir en compétition. Enfin, quelques jours d'entraînement, puis la compétition avec l'entraîneur national. C'était à Dubaï. Depuis quelques semaines avant, on avait entendu parler d'un maudit virus qui serait transmissible. On en parlait avec un de mes copains d'entraînement. Lui qui était assez pessimiste, qui disait que ça s'annonçait mal. À ce moment-là, révoltée quand même un peu à l'intérieur de moi-même, j'ai publié sur mon blog un article sur les peurs. Comment gérer ces peurs? Ouais, parce que quoi qu'il se passe, j'allais y arriver. Punkt Schluss. J'avais ça en tête, j'allais le faire. Il n'y avait aucune raison pour me déstabiliser. La veille de mon départ à Dubaï, on surveillait bien l'évolution, mais la veille, mon voyage a été annulé, la compétition aussi. Et une semaine plus tard, on s'est retrouvés semi-confinés, chez nous, à la maison. Bon ok. Je me suis dit que c'était le début d'une période qui s'annonçait longue, mais que ça n'allait pas être la fin, que j'allais être prête à tout moment. Et puis, justement, m'entraîner en auto-quarantaine pendant 10 semaines, je le voyais plus comme opportunité, parce que, bien sûr, qu'on n'avait pas envie, personne n'avait envie de vivre cette période. Mais tant qu'à faire, on est obligé de passer par là. Autant la rendre le plus efficace possible, non? J'avais pas envie de perdre mon temps, surtout. J'ai évolué petit à petit. J'ai pu trouver des nouvelles stratégies d'entraînement, par exemple. Ressentir mieux mon corps, comme au niveau des sensations, elles n'étaient pas toujours présentes. Je n'étais pas capable encore de m'auto-corriger. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée pendant toute la durée sans entraîneur, sans personne qui était capable de me corriger, de me dire ce que je devais faire. J'ai gagné en autonomie, ce qui est une compétence importante pour la suite, pour continuer. Et puis oui, je devais être prête à tout simplement, parce qu'au mois de juin, dès que les rassemblements de 300 personnes étaient autorisés, figurez-vous que tout s'est très très vite enchaîné. Le même jour, première compétition, ici à Lausanne. Et puis, tout s'est enchaîné tous les week-ends, voire 2 fois par semaine. Depuis le mois de juin jusqu'à fin août, j'ai enchaîné
14 courses, beaucoup de déplacements. J'ai fait quelques tours de Suisse, 2 compétitions internationales réduites et limitées à 3 nations, en Suisse et en Allemagne. J'ai pu faire mes records personnels sur 100 et 200 mètres. Donc le bilan est quand même très bon. J'ai décidé de prendre la décision quand même d'arrêter ma saison 2 semaines plus tôt. Est-ce un échec? Non, parce que le bilan était très bon. Mais par contre, la fatigue se ressentait. Une fatigue qu'on appelle neuromusculaire. Donc mon corps ne répondait plus assez bien aux signaux que je lui envoyais. Alors c'était plus sage de prendre la décision d'arrêter un petit peu plus tôt, de faire une pause plus tôt et d'augmenter la période d'entraînement de 2 semaines de plus, qui est bien plus bénéfique. Mesdames, Messieurs, j'aimerais encore vous transmettre plusieurs choses, valeurs, à vous de l'interpréter. Je vous invite à adopter ma devise, à faire vos activités en direction de vos objectifs, de vos rêves, avec passion et conviction, d'être positif et enthousiaste dans toutes les situations, de penser solution et d'approcher les défis avec confiance en l'avenir, en toute sérénité. Et rappelez-vous surtout que tout est possible dans une direction comme dans l'autre. À vous de l'orienter dans la bonne. Merci.